Saviez-vous qu'une tempête peut former une nouvelle frontière? Quitter une bibliothèque de la mauvaise façon peut vous causer des problèmes avec la patrouille frontalière. Et que vous pouvez dormir dans 2 pays à la fois. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 50 faits incroyables sur les frontières qui semblent faux, mais qui sont étonnamment réels. Fait 50. La plus longue frontière de la France est avec le Brésil. Non, vous ne vous trompez pas de l'emplacement de la France. La plus longue frontière terrestre de la nation européenne est avec le Brésil. C'est grâce à la Guyane française, un territoire français niché dans le nord-est de l'Amérique du Sud. La frontière mesure 450 miles, soit 730 km de long. La frontière franco-italienne s'étend sur 515 km, soit 320 miles de long. La frontière du pays avec l'Allemagne ne mesure que 280 miles, soit 450 km de long. Fait 49. Vous pouvez jouer au football sur l'équateur. Et si au lieu de défendre votre but sur un terrain de foot, vous défendiez votre propre hémisphère? C'est en fait ainsi que les équipes de football jouent au Estadio Milton Correia à Macapá, au Brésil. Comme le stade a été construit sur l'équateur, les architectes ont décidé de vraiment profiter de la ligne de 0 latitude et de l'utiliser comme ligne médiane du terrain de football. Les habitants ont surnommé le stade Zéro, ou le Grand Zéro, en référence à sa position géographique. Fait numéro 48. Il y a une clôture plus longue que la Grande Muraille de Chine. L'Australie est connue pour beaucoup de choses étranges et mortelles. Et oui, nous parlons de la faune. Le dingo, un chien sauvage, menace sérieusement quelque chose de très précieux pour les agriculteurs australiens. Les moutons. Alors, pour garder les dingos à l'écart, une clôture a été construite le long de la partie sud-est du pays. Une clôture vraiment longue. Avec un peu moins de 3500 miles, soit 5600 km de long, la clôture à dingos de l'Australie est plus longue que la Grande Muraille de Chine, et plus longue que la frontière entre la Russie et la Chine. Elle a pris forme dans les années 1880 pour éloigner les lapins, un grand fléau pour les agriculteurs, et a acquis sa forme actuelle dans les années 1950. Aujourd'hui, la clôture a réussi à maintenir les dingos principalement d'un côté, créant au passage une expérience écologique assez unique. Le côté avec les dingos a plus de biodiversité, plus de petits mammifères indigènes, et reste plus vert plus longtemps après les pluies. D'autre part, le côté sans dingo a plus de kangourous. Fait 47. Constance a évité les bombes grâce à sa frontière. La ville de Constance est divisée entre l'Allemagne et la Suisse, ce qui s'est avéré utile pour les résidents pendant la Seconde Guerre mondiale. La Suisse était neutre pendant la guerre, alors que l'Allemagne faisait partie des puissances de l'Axe, comme nous le savons tous. Les villes allemandes ont instauré des couvre-feux pendant les raids de bombardement alliés, les résidents peignant même les fenêtres en noir et refusant d'allumer des bougies pour éviter les bombes. Mais les villes de la Suisse neutre laissèrent leurs lumières allumées la nuit pendant les raids. Le côté allemand de Constance a alors réalisé qu'ils pouvaient tirer parti de cela, en laissant également leurs lumières allumées, amenant les Alliés à les confondre avec une ville suisse neutre. Fait numéro 46. Le Portugal et l'Espagne ont des passages frontaliers étranges, comme vous le constaterez. Vous pouvez traverser entre l'Espagne et le Portugal sur le pont international le plus court du monde. Dirigez-vous vers Esperança, au Portugal, et vous pouvez traverser un pont de 3,2 mètres de long vers la région espagnole de la Colosera, destiné aux piétons plutôt qu'aux voitures. Alors vous faites une belle longue promenade dans un pays voisin, et pendant que vous y êtes, soyez prêt à avancer d'1 heure en quelques pas seulement, grâce aux fuseaux horaires différents de l'Espagne. Fait numéro 45. Les frontières de l'Espagne et de la France changent tous les 6 mois. Tous les 6 mois, l'Espagne transfère une île à la France qui la renvoie promptement 6 mois plus tard. Le morceau de terre appelé île des Faisans est situé sur la rivière Bidassoa qui divise les 2 pays. Ce transfert biannuel étrange d'une île inhabitée de 2 acres a commencé comme un symbole de paix entre les 2 puissances, convenu dans le traité des Pyrénées à la fin de la guerre de 30 ans, tout au long du chemin en 1659. Aujourd'hui, aucun visiteur n'est autorisé sur l'île, sauf lorsqu'elle change de main. Des fonctionnaires des 2 pays se rencontrent là pour organiser le transfert, sans doute en déroutant les kayakistes autour d'eux. Fait 44. Il n'y a que 3 pays enclavés dans le monde. Une enclave est un pays complètement entouré par un autre pays, et il n'en existe actuellement que 3. San Marino et la Cité du Vatican ont la tâche relativement facile, car ils sont entièrement situés en Italie,
et sont considérés comme des membres de facto de la zone Schengen. Il n'y a donc pas de contrôle frontalier formel pour entrer ou sortir des pays. Les choses de lait sont un peu différentes pour le troisième pays, le Lesotho, qui est entièrement en Afrique du Sud. Les résidents doivent franchir le contrôle frontalier sud-africain pour aller à la mer. La frontière du Lesotho est également unique en ce qu'elle est très visible de dessus, car le Lesotho est principalement un plateau montagneux, s'étendant vers le haut à partir des terres qui l'entourent. Fait numéro 43, la ville de Barla vit une crise identitaire. Dans le nord-ouest de l'Europe, vous trouverez la ville néerlandaise de Barla, ou la ville belge de Barla. En réalité, cela dépend précisément de votre emplacement à Barla. La province flamande de Barla-Hartog est techniquement une province belge, mais elle est éparpillée en plusieurs morceaux, à travers les Pays-Bas. La frontière entre les deux pays traverse des cafés, des écoles, voire des maisons privées, de manière vraiment aléatoire. Mais si vous vous égarez en ville, pas d'inquiétude. Il y a des marquages blancs, utiles au sol, pour vous indiquer quand vous êtes aux Pays-Bas, ou en Belgique. B. Pourquoi la ville a-t-elle fini de cette façon ? Parce qu'au Moyen-Âge, les seigneurs de Bréda et les ducs de Brabant changeaient constamment d'avis sur la façon de diviser la terre. Ainsi, grâce à des échanges, des ventes et des traités, ils ont obtenu la ville patchwork de Barla d'aujourd'hui. Fait numéro 42. Un petit morceau de Russie n'est nulle part près de lui. Le minuscule oblast de Kaliningrad est séparé du reste de l'énorme masse terrestre de la Russie par la Lituanie, la Lettonie et la Biélorussie. Comment cette mince bande de terre peuplée de Russes a-t-elle fini si loin du reste de la Russie ? Kaliningrad faisait à l'origine partie de la Prusse orientale, puis de l'Allemagne. Après que l'Union soviétique et les Alliés ont vaincu l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont fui la région et les Russes l'ont peuplée. Après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, lorsque les pays de la région réclamaient leur indépendance, la Russie a proposé Kaliningrad à l'Allemagne. Cependant, les Allemands l'ont refusé, car ils essayaient déjà de comprendre comment unifier les Allemands de l'Est et de l'Ouest, et ne voulaient pas ajouter les Russes au mélange également, laissant ainsi Kaliningrad comme un petit morceau de la Russie loin de la Russie. Fait numéro 41. Sortir du mauvais côté à la bibliothèque et Opéra Libre de Haskell est une traversée illégale de la frontière. La bibliothèque et Opéra Libre de Haskell est située au 93 avenue Caswell, Derby Line, Vermont, États-Unis d'Amérique, ou selon la façon dont vous entrez, au 1 rue de l'Église, Stansted, Québec, Canada. La bibliothèque, située à la frontière entre les États-Unis et le Canada, est accessible depuis les deux pays. Cependant, soyez prudent lorsque vous sortez. Vous ne pouvez pas simplement marcher du côté américain vers le Canada, ou vice-versa, la porte est du côté américain. Les Canadiens doivent être restés sur le trottoir menant à l'entrée, mais ne peuvent pas entrer dans la ville au-delà, sans un contrôle de passeport. Les bibliophiles devront avoir une pièce d'identité sur eux en tout temps, car ils peuvent être fouillés par des agents de la patrouille frontalière. En attendant, ils se détendent à la table d'artisanat du bâtiment, où les gens peuvent mettre leurs pieds au Canada pendant que le reste d'eux tricote aux États-Unis. Fait numéro 40. L'Espagne a des frontières fortement gardées en Afrique du Nord. Sur la côte nord du Maroc, vous trouverez deux villes entourées de barbelés, Melilla et Ceuta. Elles sont fortement gardées parce qu'elles font en réalité partie de l'Espagne, bien que le Maroc revendique également les deux et aimerait les annexer. L'Espagne a annexé Ceuta du Portugal en 1668 et Melilla est passée d'une ville berbère au contrôle espagnol en 1497. Comme ce sont deux des seules frontières terrestres de l'Union européenne en Afrique, de nombreux immigrants des pays d'Afrique du Nord essaient de traverser vers les villes espagnoles et de demander l'asile là-bas. La clôture de 20 pieds, 6 mètres à Ceuta a parfois été prise d'assaut, entraînant des blessures pour ceux qui essayent de la franchir. Fait numéro 39. La Gambie a certaines des frontières les plus étranges en Afrique. Si vous regardez de près le Sénégal, vous pourriez remarquer quelque chose à l'intérieur. Un autre pays. C'est la Gambie, la plus petite nation non insulaire en Afrique, et ses frontières longent une rivière. Pourquoi ? Eh bien, la réponse, comme c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit de frontières bizarrement tracées, est le colonialisme. Les Français et les Britanniques avaient pour le moment des avant-postes commerciaux dans la région. La France a ensuite décidé de revendiquer plus de territoire à l'intérieur des terres. Alors les Français ont pris le contrôle total du fleuve Sénégal, ce que les Britanniques n'aimaient pas, car ils voulaient un fleuve à eux pour qu'ils puissent aussi piller le continent. Ils ont donc négocié avec la France pour voir qui contrôlerait quoi, et ont décidé de conserver une bande de terre de 6 miles dans chaque direction à partir du fleuve Gambie. Les dirigeants locaux ont essayé de protester.
annonçant qu'ils aimeraient également conserver leurs terres, ce à quoi les Britanniques ont répondu, en défilant avec quelques navires de guerre sur le fleuve. Aujourd'hui, la Gambie s'étend de 15 à 30 miles de large de chaque côté du fleuve et 300 miles à l'intérieur des terres. Fait numéro 38. La Croatie n'accorde à la Bosnie-Herzégovine que 12 miles de côte. Bien qu'à première vue, il semble que la Croatie soit fermement contre le fait de permettre aux Bosniens d'aller à la plage. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez une petite bande de terre bosnienne sur la côte. C'est le corridor de Neum. Tout a commencé après le traité de Karlovic de 1699, lorsque Venise a gagné du territoire près de Dubrovnik. Venise était en pleine frénésie d'acquisition de terres, et Dubrovnik n'était pas exactement ravi de les avoir comme voisins. Alors, dans un habile mouvement diplomatique, Dubrovnik a cédé une bande de terre à l'Empire ottoman. Le but était de créer une zone tampon, en espérant que la présence des Ottomans dissuaderait Venise de se rapprocher davantage. À l'époque, la Bosnie et l'Herzégovine faisaient ali partie de l'Empire ottoman avant leur indépendance. Elles ont donc conservé cette terre sous le nom de corridor de Neum. Aujourd'hui, c'est le deuxième littoral le plus court du monde, après Monaco. Fait numéro 37. Le changement climatique modifie la frontière entre l'Italie et la Suisse. La frontière entre l'Italie et la Suisse traverse les Alpes suisses et italiennes, y compris le puissant Cervin. De grandes portions de la frontière sont déterminées par le bassin versant local ou les crêtes formées par les glaciers. Mais les glaciers d'Europe reculent, et rapidement. Ce qui signifie que la Suisse et l'Italie ont dû se rencontrer en septembre 2024 afin de redessiner leurs frontières sous le Cervin, alors que le glacier qui le recouvre disparaît lentement. Fait numéro 36. La frontière la plus haute du monde traverse le mont Everest. Le moyen le plus efficace d'empêcher les gens de traverser votre frontière est d'y placer la chaîne de montagnes de l'Himalaya, plutôt que des murs ou des clôtures. C'est le cas pour la frontière entre le Népal et la Chine, officiellement la plus haute du monde. Elle atteint son altitude maximale au sommet du mont Everest, à plus de 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, aucune frontière n'est sans ces problèmes. Il y a un sillon dans l'Himalaya, où les patrouilles chinoises et les postes frontaliers gardent un œil strict, principalement pour empêcher les Tibétains chinois de fuir vers le Népal. Cependant, les Népalais ont aussi beaucoup de plaintes à propos de leurs voisins chinois, notamment qu'ils empiètent sur leur espace. Les Népalais tibétains disent également qu'ils sont sous pression pour ne pas afficher d'image du Dalai Lama près de la frontière, alors que les Chinois ont gravé un slogan politique de 600 pieds de long sur leur colline face au Népal. Ils disent « Vive le Parti communiste chinois ». Donc les choses sont tendues, le long de cette ligne. Fait numéro 35. Nous avons parlé de la frontière la plus haute du monde, mais qu'en est-il du passage international le plus haut ? Du moins, le plus haut officiel. Il s'agit du col de Khunjerab, une porte vertigineuse qui relie le Pakistan et la Chine à une altitude vertigineuse de près de 15 400 pieds, soit un peu moins de 4 700 mètres de haut. Fait numéro 34. Les annexions à des fins limitées ont rendu les cartes de villes américaines comme celle de Houston illisibles. Ce ne sont pas que les pays qui ont des frontières étranges. Les villes, surtout aux États-Unis, ont des frontières parmi les plus étranges au monde. Observez cette carte de Houston par exemple. Pourquoi est-ce si étrange ? Bonne question. Une partie de la raison est que des villes comme Houston aiment annexer d'autres quartiers, généralement à la demande de ceux de la région, même s'ils ne sont pas directement connectés à la ville. L'autre raison est quelque chose appelé annexion à des fins limitées. C'est lorsqu'une ville annexe un territoire très limité, via un accord avec un district de service public, ce qui conduit à ces petites bandes de terre minces que vous voyez sur la carte de Houston. De cette façon, Houston peut percevoir la taxe sur les ventes des districts commerciaux, mais pas la taxe foncière, tout en ayant à offrir peu de services en retour. Depuis 2000, Houston a réalisé 196 annexions à des fins limitées. Fait 33. Vous pouvez faire de la randonnée à travers la frontière Inde-Népal. Il y a une randonnée de 7 jours appelée le trek du circuit Sandapur, qui emmène les gens à travers l'Himalaya oriental. Pendant le voyage, les randonneurs peuvent voir certains des plus hauts sommets du monde, y compris le mont Everest, et aussi traverser plusieurs fois la frontière Inde-Népal. Vous atteindrez des altitudes supérieures à 11 900 pieds, soit plus de 3 600 mètres, et le sentier difficile, en plus du terrain encore plus accidenté hors piste, décourage généralement les passages illégaux permanents. Le Népal et l'Inde, entretenant des relations amicales, maintiennent le sentier librement accessible.
Fait numéro 32. Vous pouvez déjeuner sur 3 frontières. Les personnes de Slovaquie, d'Autriche et de Hongrie peuvent se retrouver pour prendre rapidement quelque chose à manger sur une table de pique-nique qui se trouve juste à l'intersection de leurs frontières. C'est une table triangulaire, avec un côté par pays. Cependant, il est apparemment vraiment difficile à trouver sur Google Maps, et les visiteurs qui tentent de le localiser abandonnent généralement après avoir accidentellement traversé la frontière 5 ou 6 fois. Comme vous pouvez le voir avec les personnes qui changent accidentellement de pays près de cette frontière, grâce à Schengen, la sécurité n'y est pas vraiment une priorité. Fait 31. La frontière de l'Irlande est presque inexistante. Malgré tous les conflits qu'a connus l'Irlande au cours du XXe siècle, on pourrait penser que la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, serait fortement gardée, ou aurait au moins des points de contrôle. Mais en conduisant de l'Irlande à l'Irlande du Nord, vous pourriez manquer le fait que vous avez franchi une frontière. Le seul signe que vous aurez que vous êtes dans un autre pays est le changement littéral des panneaux de signalisation indiquant la vitesse passant de kilomètres à miles et les formes traditionnelles de signalisation du Royaume-Uni dans les rues et les villages. Fait numéro 30. Il y a une frontière avec plus d'1 million de mines terrestres. La zone démilitarisée coréenne qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, est bien connue comme étant la frontière la plus militarisée du monde, malgré son nom suggérant le contraire. Bien qu'il semble et sonne comme un endroit terrifiant, environ 1 200 000 touristes, principalement du côté sud-coréen, visitent chaque année. Cependant, en dehors de la partie qui attire les visiteurs, la zone démilitarisée abrite également plus d'1 million de mines terrestres enterrées placées par la Corée du Nord et du Sud, les États-Unis et la Chine, pendant la guerre de Corée. Des panneaux dans la forêt avertissent les gens de la présence de mines terrestres. En fait, les États-Unis ont continué à placer des mines dans les années 60 autour de la ligne de contrôle civile, puis ont omis de divulguer exactement où ils les avaient émises auparavant, se retirant et laissant à la Corée du Sud le soin de le découvrir. Alors que le gouvernement sud-coréen travaille actuellement à les éliminer, c'est un processus difficile et jusqu'à présent, ils ont éliminé en moyenne 500 mines terrestres par an, selon les chiffres de 2019. Mais ce n'est guère le seul fait étrange à propos de la zone démilitarisée. Fait numéro 29, la zone démilitarisée coupe une table en deux. Dans ce que nous ne pouvons qu'assumer est une portion de la zone démilitarisée non infestée de mines. Il y a une table qui est coupée en deux entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle permet aux officiels des deux nations de s'asseoir et de négocier, sans techniquement entrer dans l'autre pays. Parce que rien ne dit confiance et bonne volonté comme avoir besoin d'une frontière qui traverse votre table de réunion. Fait 28. La frontière de Market Island a été modifiée suite à une erreur. La Finlande et la Suède partagent l'île de Market depuis des siècles. La frontière était jadis une ligne droite traversant l'île minuscule de 8,2 acres dans la Baltique. Mais en 1885, alors que la Finlande était encore contrôlée par la Russie a décidé qu'un phare devait être construit sur l'île pour aider à guider les bateaux autour de ses côtes rocheuses. Après la construction du phare, tout le monde a réalisé qu'il l'avait construit par accident sur la moitié suédoise de l'île. En 1985, la Suède et la Finlande ont décidé de rectifier la situation. Très nordiques à ce sujet, ils ont fait zigzaguer la frontière à travers l'île de Market afin que tout soit toujours divisé également. Maintenant, les droits de pêche pour les deux pays. Fait numéro 27. Dalacar-Grabari, si je prononce correctement, était la seule enclave de troisième ordre dans le monde. Bien que cette frontière ait maintenant été corrigée, elle était si étrange pendant si longtemps que nous devions la souligner. L'Inde et le Bangladesh ont eu de nombreuses enclaves à l'intérieur de l'autre pays. 106 enclaves indiennes existaient au Bangladesh, tandis que 92 enclaves bangladaises existaient en Inde à un moment donné. Mais le Dalacar-Grabari était spécial. C'était une enclave indienne à l'intérieur d'une enclave bangladaise, le village du Panchalki Bajni 110, à l'intérieur de l'enclave indienne de Balapara-Car-Grabari, à Debigania au Bangladesh. Cela en faisait la seule enclave de troisième ordre au monde et avec 1,7 acres, l'une des plus petites, une terre agricole inhabitée appartenant à un agriculteur bangladais. Les enclaves rendaient la vie incroyablement frustrante pour les résidents indiens et bangladais de la région. Pour résoudre ce problème, en septembre 2011, les deux pays ont convenu de laisser les résidents choisir leur nationalité, leur donnant enfin un mot à dire dans leur identité. Le 6 mai 2015, l'Inde a officiellement cédé cette enclave au Bangladesh. Fait numéro 26.
Nawa se trouve aux Émirats Arabes Unis, à Oman, puis de nouveau aux Émirats Arabes Unis. L'Inde et le Bangladesh ne sont pas les seuls pays confrontés à des problèmes d'enclave. Dirigez-vous simplement vers Nawa, aux Émirats Arabes Unis, faisant partie de l'émirat de Sharjah, mais situé sur le territoire omanais appelé Mada, qui est en fait une exclave d'Oman, située aux Émirats Arabes Unis. Cet ordre des choses est apparu dans les années 30 à 40, lorsque les leaders communautaires ont été interrogés sur le sheikhat auquel ils souhaitaient prêter allégeance. Nawa a choisi Sharjah, tandis que Mada a choisi Oman, et tout le monde les a simplement laissés faire, créant la situation frontalière étrange qui existe là-bas aujourd'hui. 25e fait, il existe un marquage officiel de la frontière Asie-Europe. Les géographes se disputent la ligne de division exacte entre l'Europe et l'Asie, mais au moins, une ville a décidé qu'elle savait exactement où se trouve la frontière, et a érigé un monument pour le marquer. Près de Yekaterinbourg, en Russie, vous trouverez un obélisque massif avec une ligne au milieu, divisant le monument en côté européen et côté asiatique. Les personnes qui l'ont installé sont allées un pas plus loin dans la représentation des continents, en apportant une roche de l'extrême ouest de l'Europe à la base du côté européen du monument, et une roche de l'extrême est de l'Asie à la base du côté asiatique. Fait numéro 24. Le Canada et le Danemark partagent une frontière. Le Canada et le Danemark semblent résider sur des continents différents, mais pas entièrement grâce à l'île quelque peu autonome du Groenland, qui fait néanmoins toujours partie du Danemark. Ainsi, le Canada et le Groenland partagent une frontière terrestre sur l'île Hans, une petite île dans le détroit de Nares, dans le Haut-Arctique. Les deux pays ont revendiqué l'île pendant des décennies, afin de sécuriser les droits de pêche et maritimes. Le conflit était connu sous le nom de guerre du whisky, que certains ont décrit comme l'un des conflits frontaliers les plus passifs-agressifs de l'histoire, et la guerre la plus amicale. Pourtant, c'est une guerre récente, car la bataille pour l'île Hans n'a été résolue que le 14 juin 2022, lorsque les deux pays ont convenu de diviser l'île, attribuant 40% au Canada et 60% au Groenland. Fait numéro 23. Kiribati est le seul pays au monde à cheval sur les 4 hémisphères. La nation insulaire du Pacifique, Kiribati, est composée de 33 îles. Ce qui lui manque en taille, avec 313 miles carrés, et en population, avec plus de 136 000 habitants, il le compense par sa longueur impressionnante. Les îles sont si éloignées les unes des autres qu'elles traversent non seulement l'équateur, mais aussi la ligne de date internationale et le méridien de 180. Cela fait de Kiribati le seul pays au monde à être réparti entre les hémisphères nord, sud, ouest et est. Fait 22. Un terrain non revendiqué à la frontière serbo-croate est devenu un paradis libertaire. La minuscule nation de Liberland est constituée de 2,5 miles carrés, soit 6,5 km de marais. De plus, elle n'est vraiment reconnue comme une nation par personne sauf Vidjedlika, le premier président, et un demi-million de citoyens potentiels qui se sont inscrits pour cela en ligne. Le rêve de Jedlika était de créer un paradis libertaire, un lieu sans taxes, sans contrôle des armes à feu, et alimenté par la blockchain et le bitcoin. Mais malgré son enthousiasme pour Liberland, personne n'y vit réellement. Le terrain appartenait à l'origine à la Serbie, mais lorsque les frontières ont été redessinées après la guerre civile yougoslave, il a fini en Croatie. Cependant, la Croatie, ayant obtenu moins de terres dans l'accord, a refusé d'accepter ces nouvelles frontières. Ainsi, Liberland était resté là, non revendiqué et indésirable. Cependant, lorsque Jedlička a créé son État libertaire, la Croatie a réalisé qu'elle ne voulait pas non plus qu'un tas d'étrangers viennent de s'installer avec des armes juste à côté de leur pays. Ils ont donc interdit à tout le monde d'entrer à Liberland, y compris à Jedlička lui-même. Fait 21. Les frontières de la vallée de Fergana sont un vrai test de résistance. Regardez l'endroit où l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan se rencontrent. Dans la vallée de Fergana, peut être déroutant. Chaque pays a tellement d'enclaves aléatoires dans l'autre qu'il est difficile de dire où une frontière se termine et l'autre commence. Lorsque les soviétiques ont initialement tracé des frontières dans cette partie du monde dans les années 20, ils étaient moins guidés par les établissements locaux et les schémas de migration, et plus par « c'est là que nous avons envie de tracer des lignes ». Quand les pays étaient encore dans l'Union soviétique, ce n'était pas un gros souci. Mais lorsqu'ils sont devenus des républiques indépendantes, les habitants ont soudainement eu des tonnes de problèmes avec l'accès à la route, à l'eau et à l'énergie. L'enclave de Soka est un exemple parfait du manque de logique dans le tracé de ses frontières. Elle fait partie de l'Ouzbékistan,
mais est entourée par le Kirghizistan, et a une population qui est à 99% tadjikée. 20e fait. Une ville en Italie a sa gare en Slovénie. Pour prendre un train hors de Gorica en Italie, les résidents doivent d'abord quitter le pays. C'est parce que la gare de la ville est située juste de l'autre côté de la frontière, en Slovénie. Aujourd'hui, les deux pays font partie de l'espace Schengen, ce qui rend les passages frontaliers fluides et sans incident. Mais à l'époque soviétique, lorsque la Slovénie faisait encore partie de la Yougoslavie, les choses étaient très différentes. La place devant les bâtiments voyageurs de la gare était divisée par le mur de Gorizia, créant un véritable problème pour l'accès au transport. La place Transalpina est restée divisée entre l'Italie et la Slovénie jusqu'en 2004, lorsque la Slovénie a rejoint l'Union européenne et que le mur a été démoli. Fait numéro 19. Une piste cyclable traverse l'Allemagne. La piste cyclable Fennbahn serpente depuis Aachen en Allemagne, à travers la Belgique et jusqu'au Luxembourg. Elle a été construite sur des voies ferrées, désormais inutilisées, qui étaient autrefois très importantes pour les pays de la région. L'Allemagne a construit les voies et géré à l'origine les trains qui y circulaient. Mais après la Première Guerre mondiale, ils ont cédé des terres à la Belgique. La Belgique a soutenu qu'elle devrait également contrôler les terres sur lesquelles se trouvaient les voies ferrées, afin d'assurer des liens économiques entre leurs nouvelles possessions et le reste du pays. L'Allemagne a répliqué, mais comme elle avait déclenché une guerre mondiale, son opinion importait peu à l'époque. Le traité de Versailles a donné à la Belgique le contrôle des terres où se trouvaient les voies ferrées. Cela a créé 7 enclaves allemandes de l'autre côté, dont 5 existent encore aujourd'hui. Ce ne sont pas des propriétés allemandes excessivement vastes. L'une, appelée Rückschlag, est si petite qu'elle n'a qu'une maison avec un jardin. Chaque fois que cet habitant veut voir un autre Allemand, il doit traverser la Belgique. Fait 18, l'Angola a une exclave à cause du pétrole. Au nord de l'Angola se trouve la province de Cabinda, une partie du pays coincée entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Bien que l'Angola et Cabinda aient été des protectorats portugais, ils étaient distincts. Cependant, après l'indépendance de l'Angola en 1975, l'Angola a conservé Cabinda, même si le territoire ne lui a jamais été explicitement remis. Depuis lors, il y a eu beaucoup de conflits politiques à Cabinda, principalement en raison des mouvements d'indépendance, et ensuite de la répression par le gouvernement, car Cabinda est la province la plus riche en pétrole d'un pays riche en pétrole. Le pétrole extrait de Cabinda représente la moitié des profits pétroliers de l'Angola, et les habitants ont le sentiment que le gouvernement angolais obtient beaucoup plus d'eux qu'il ne donne. Cela a conduit à une combinaison de mouvements séparatistes, d'attaques et de manifestations non violentes. Fait 17. Un tampon de passeport est disponible à la frontière du cercle arctique. Bien que le cercle arctique soit visible sur les globes et les cartes, il n'est pas une frontière reconnue pour la plupart. Cependant, si vous voulez une preuve que vous avez traversé cette partie nordique et glaciale du monde, c'est que vous pouvez obtenir un tampon de passeport à Rovaniemi, en Finlande, montrant que vous avez visité le cercle arctique. Rovaniemi est connu pour ses incroyables spectacles d'aurore boréale, ses activités hivernales et pour être la maison du Père Noël. Donc, en obtenant votre tampon, vous pouvez aussi soumettre votre liste de cadeaux, mais seulement si vous avez été sage cette année. Fait numéro 16. La frontière du Belize était contestée. La plupart des cartes de l'Amérique centrale montrent la frontière entre le Guatemala et le Belize comme une ligne brisée, indiquant un litige. Le conflit entre le Guatemala et le Belize remonte à l'époque coloniale britannique. Les deux pays ont signé le traité de Waikaisinena en 1859. L'article 1 a établi la frontière moderne, séparant le Belize du Guatemala. Cependant, le Guatemala prétend que l'article 7 du traité stipulait que la Grande-Bretagne fournirait une aide économique au Guatemala, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui signifie que le reste du traité est également nul. Cela étant dit, même si la frontière reste techniquement contestée, c'est une lutte qui s'est beaucoup calmée, surtout depuis 1991, lorsque le Guatemala a officiellement reconnu l'indépendance du Belize. Et avec de si belles plages, qui pourraient leur en vouloir longtemps. Fait 15. La frontière entre les États-Unis et le Canada est marquée par une coupure d'arbres. La frontière entre les États-Unis et le Canada est la plus longue du monde, avec un peu plus de 5500 miles, soit presque 8900 km. Mais comment est-elle réellement marquée ? Il s'avère qu'elle est marquée par une coupure de 20 pieds ou 6 mètres de large à travers les forêts qui s'étendent entre les deux pays.
La convention de 1818 a déterminé que la partie occidentale de la frontière entre les États-Unis et le Canada était le 49e parallèle. La Commission internationale des frontières a commencé le processus laborieux de coupe des arbres à la frontière et de mise en place de plus de 8000 marqueurs de frontières, dont beaucoup sont encore debout aujourd'hui. Bien que tous ne soient pas exactement sur la frontière, puisque personne n'avait de système Global Positioning System pour vérifier pendant la construction, il y a donc une bonne quantité de zigzags. Tous les 6 ans, la Commission internationale des frontières envoie plus de personnes pour entretenir la frontière, même si peu de personnes à part les travailleurs la verront jamais. Ils veulent toujours que quiconque tombe dessus sache où il se trouve. Fait numéro 14. Il y a 2 villes du Kansas à cause du marketing. Les premiers établissements dans l'actuel Kansas City ont commencé à se développer sur les rives de la rivière Kansas, du côté du Missouri. Ils ont beaucoup grandi, en partie grâce à l'excellent emplacement de Riverside, et ont vraiment décollé après que le Missouri les a incorporés en tant que ville de Kansas en 1853, finalement renommée Kansas City en 1889. En même temps, de petites villes se formaient de l'autre côté de la rivière, au Kansas. Espérant profiter de l'engouement généré par Kansas City, les villes se sont regroupées et se sont également nommées Kansas City. Les rumeurs disent que les villes du Kansas pensaient également avoir plus de droits au nom parce qu'elles étaient, au Kansas. Aujourd'hui, même si les 2 villes font partie de la même zone métropolitaine, elles restent très distinctes en tant que villes du Kansas. Fait 13. Le mur frontalier des États-Unis bloque parfois l'entrée aux citoyens américains. La géographie d'une frontière nationale peut rendre la construction de murs difficile, et les États-Unis l'ont découvert lors de la construction de sections du mur frontalier avec le Mexique. Dans certaines zones, ils ont construit le mur loin à l'intérieur des terres, laissant des morceaux de territoire américain et des résidents bloqués de l'autre côté. Cela a entraîné que des fermes, des maisons, l'église La Lomita et le refuge national de faune de Santa Ana se retrouvent tous pris entre le mur et la frontière. Il y a même eu à un moment une proposition qui aurait divisé l'université de Brownsville en plein milieu. Une analyse a montré que l'achèvement d'un mur frontalier complet dans la vallée du Rio Grande laisserait 100 miles carrés de territoire américain du mauvais côté. Cela pose un problème car dans des villes comme Brownsville, cela signifie que le mur a laissé plusieurs portes ouvertes pour permettre aux gens d'accéder aux propriétés et territoires américains de l'autre côté, ce qui déjoue complètement l'objectif initial du mur. Fait numéro 12. Des soldats indiens et pakistanais sont morts en défendant une frontière glaciaire. L'Inde et le Pakistan, 2 nations qui trouveront n'importe quelle raison pour se battre, ont un litige en cours à propos du glacier Sachin qui se situe à leur frontière. Lorsque les 2 nations ont obtenu leur indépendance, elles ont décidé que leur frontière passerait quelque part à travers le glacier. Comme le glacier était une masse inhabitée de glace gelée, atteignant 20 000 pieds ou 6 000 mètres d'altitude, aucune des 2 nations ne pensait qu'il était vraiment important de déterminer exactement où se trouvait la frontière. Mais ensuite, le Pakistan a commencé à accorder des permis d'escalade pour Sachin. L'Inde, furieuse que le Pakistan permette aux gens d'escalader cette masse de glace balayée par le vent, a réagi en revendiquant l'ensemble du glacier et en envoyant 3000 soldats au sommet pour le garder et s'assurer qu'aucun Pakistanais ne l'escalade. En représailles, le Pakistan a envoyé ses propres troupes sur le glacier. Depuis 1984, près de 2700 soldats indiens et pakistanais sont morts sur le glacier de Sachin. Non pas à cause de la guerre, mais principalement à cause de l'exposition, de l'altitude et des avalanches. Tout cela pour continuer l'un des conflits frontaliers les plus inutiles de tous les temps. 11e fait. Les frontières étranges en Afghanistan ont permis à une région de vivre dans une paix relative. Sur le côté nord-est de l'Afghanistan se trouve une petite bande de terre en forme de doigt, appelée le corridor du Vahang, qui s'étend jusqu'au Xinjiang, en Chine, bordé par le Tadjikistan et le Pakistan de chaque côté. Les Britanniques l'ont initialement créé comme une zone tampon entre les empires britanniques et russes. Le corridor du Vahang est une vallée à couper le souffle, nichée entre 2 chaînes de montagnes, assez isolée non seulement du reste de l'Afghanistan, mais aussi des pays voisins, grâce à sa géographie. Étrangement, cela en a également fait l'une des zones les plus sûres en Afghanistan, même pendant la guerre et les nombreuses prises de pouvoir par les talibans. En parlant de cette partie du monde, fait numéro 10. Passer de l'Afghanistan à la Chine vous fait avancer de près de 4 heures dans le futur. L'Afghanistan et la Chine partagent une petite frontière de 97 km à la fin du corridor du Vahang. Et si vous la traversez,
Vous ferez un bond de 3h30 dans le futur. Cela fait de cette frontière particulière le plus grand saut dans le temps au monde, puisque l'Afghanistan est à Greenwich Mean Time plus 430 et la Chine est à Greenwich Mean Time plus 8. La raison de cela a principalement à voir avec la Chine. La masse des pays n'a étonnamment qu'un seul fuseau horaire orienté vers l'Est, spécifiquement vers la capitale Pékin, qui est à plus de 2200 miles de la frontière avec l'Afghanistan. C'est similaire à la distance entre Las Vegas et New York City, qui ont une différence de temps de 3 heures. Le résultat est un énorme saut dans le temps qui se produit à la frontière de l'Afghanistan. Fait numéro 9. Le Royaume-Uni a toujours des frontières à Chypre. Le petit pays de Chypre est incroyablement divisé. Non seulement il est divisé entre la République de Chypre au sud et la République turque occupée de Chypre du nord au nord, cette dernière n'étant reconnue que par la Turquie, mais il a également 2 petits terrains sur la côte sud qui appartiennent au Royaume-Uni. Chypre était une ancienne colonie britannique, et on peut encore voir des traces de cet héritage aujourd'hui, comme la conduite à gauche. Mais les Britanniques n'ont pas seulement laissé derrière eux des habitudes routières, ils ne sont jamais vraiment partis du tout. Ils maintiennent 2 bases militaires à Akrotiri et Dekelia, qui sont toujours considérés comme des territoires d'outre-mer britanniques. La France et les Pays-Bas partagent une frontière dans les Caraïbes. Il y a une île tropicale dans les Caraïbes, connue sous le nom de Saint-Martin ou Sainte-Martin, selon le côté où vous vous trouvez et à qui vous demandez. Vous voyez, le côté nord de l'île appartient à la France, tandis que le côté sud appartient aux Pays-Bas. Cette division remonte à loin, au traité de Concordia que les 2 nations ont signé le 23 mars 1648, pour résoudre les conflits en cours sur les ressources et les terres dans les colonies des Caraïbes. Aujourd'hui, Saint-Martin est la plus petite île habitée à être divisée entre 2 pays. Mais la ligne entre les 2 côtés est pratiquement invisible, les gens se déplaçant librement entre les 2. Fait numéro 7. Vous pouvez faire de la tyrolienne jusqu'au Portugal. Quelle est la manière la plus cool de traverser une frontière ? À cheval ? En moto ? Ou que diriez-vous d'une tyrolienne ? Les touristes peuvent faire de la tyrolienne depuis l'Espagne jusqu'à la ville portugaise d'Alcotim, puis prendre le ferry pour retourner en Espagne, généralement inclus dans le coût de l'expérience de la tyrolienne. Ou rester au Portugal, s'ils le souhaitent. La tyrolienne fait presque 730 mètres de long, et ceux qui la font atteindront des vitesses de 72 à 80 km à l'heure en volant au-dessus de l'eau. Le plus beau, c'est qu'avec les fuseaux horaires différents entre le Portugal et l'Espagne, vous arriverez au Portugal 1 heure avant votre départ, vous laissant plus de temps pour découvrir la ville. Fait numéro 6. Jungholz est coupé de l'Autriche par une montagne. Dans l'ouest de l'Autriche, il y a un village appelé Jungholz, qui est relié au reste du pays en un seul petit point sur la carte. Un quadrupoint, où 4 municipalités se rencontrent, 2 allemandes et 2 autrichiennes, au sommet d'une montagne. La montagne Sorgschrofen s'élève jusqu'à près de 5400 pieds, et la seule façon de se connecter à l'Autriche depuis Jungholz est de l'escalader et de descendre de l'autre côté. C'est pourquoi la plupart des gens à Jungholz passent plutôt par l'Allemagne, où il existe de véritables routes. La géographie étrange qui sépare Jungholz a conduit à l'inclusion de la ville dans la zone douanière allemande et à l'utilisation de la monnaie allemande avant l'introduction de l'euro, bien qu'elle soit légalement toujours une partie de l'Autriche. 5e fait, la poignée de Namibie. La Namibie a une forme assez normale jusqu'à ce que vous arriviez au coin nord-est et voyez une longue et mince poignée qui s'enfonce sur le Botswana. C'est un vestige de l'époque coloniale, lorsque les Allemands avaient besoin d'un moyen facile de voyager de leur colonie namibienne à l'Afrique orientale allemande, l'actuelle Burundi, Rwanda et Tanzanie. Ils en avaient assez de voyager tout autour de l'Afrique du Sud pour y arriver. Alors ils ont conclu un accord avec les Britanniques pour les terres autour du fleuve Zambézie, à la place, en échange de Zanzibar. Mais ils n'ont pas fait leur devoir avant de signer sur la ligne pointillée, et les Britanniques n'ont pas cherché à les informer de quelque chose de vraiment important. Car sur le fleuve Zambézie se trouve un énorme obstacle sur la route de l'Afrique de l'Est, les chutes Victoria. Une cascade 2 fois plus grande que les chutes du Niagara rend la navigation sur la rivière pratiquement impossible, ce qui signifie que les Allemands ont abandonné Zanzibar et n'ont rien obtenu de ce qu'ils voulaient en échange. Aujourd'hui, la Namibie possède un curieux appendice territorial s'enfonçant dans les terres. Fait numéro 4, Bir Tawil est le véritable no man's land.
Les pays se disputent souvent des territoires qu'ils veulent tous deux revendiquer. Bir Tawil a la distinction unique d'être disputé parce que personne n'en veut. Situé entre l'Égypte et le Soudan, Bir Tawil est essentiellement l'enfant problématique dans une bataille de garde entre deux parents absents. Pourquoi aucun des deux pays ne veut revendiquer ce territoire? Certes, les 795 miles carrés de Bir Tawil sont stériles, mais ce n'est pas exactement comme si le reste du Soudan et de l'Égypte regorgeait de forêts luxuriantes. Eh bien, comme beaucoup de conflits internationaux, celui-ci remonte au colonialisme britannique. En 1899, quand l'Égypte était un protectorat britannique, les Britanniques ont tracé une ligne, plaçant Bir Tawil au Soudan. Mais en 1902, ils ont tracé une autre ligne, la plaçant en Égypte. Pour résoudre leur erreur en l'aggravant, ils ont ensuite déclaré que l'Égypte et le Soudan devaient se partager les territoires de Bir Tawil et Halaïb entre eux, mais chaque pays ne pouvait en revendiquer qu'un seul. Comme Halaïb est sur la mer Rouge, les deux pays le préféreraient. Ainsi, Bir Tawil reste indésirable, oublié comme l'un des derniers endroits non revendiqués sur Terre. Eh bien, sauf pour Jeremiah Heaton de Virginie, qui a planté un drapeau là-bas, et l'a revendiqué pour se nommer roi du Nord-Soudan parce que sa fille voulait être une princesse. Fait numéro 3. À l'hôtel Arbe, vous pouvez dormir en France et en Suisse en même temps. En 1862 et 1863, Napoléon III a décidé qu'il redessinerait la frontière entre la France et la Suisse, une partie de celle-ci traversant un terrain appartenant à un homme d'affaires nommé Pontus. Mais Pontus n'en voulait pas, et a décidé qu'avant que la frontière ne devienne officielle, il construirait une maison juste dessus. Il a installé un bar du côté français, et un magasin du côté suisse, reflétant par coïncidence les stéréotypes séculaires sur les Français amateurs de vin et les Suisses fortunés. Lorsque ses fils ont hérité de la propriété, ils l'ont transformé en hôtel Arbe franco-suisse en 1921. La frontière traverse désormais la salle à manger de l'hôtel, et vous pouvez même vous allonger dans certaines chambres, avec votre tête en France et vos pieds en Suisse. Fait numéro 2. Il y a un passage frontalier pour le bétail. Avec toute l'attention portée sur le contrôle de la manière et du lieu où les humains peuvent franchir les frontières, il est facile d'oublier que les humains ne sont pas les seuls à devoir voyager entre les pays. Les vaches aussi. Les États-Unis importent beaucoup de leurs vaches du Mexique, en particulier de l'état de Chihuahua, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis ont donc établi des points de passage dédiés au bétail à divers endroits, notamment à Santa Teresa et Columbus au Nouveau-Mexique, ainsi qu'à Presidio au Texas. Chaque année, 1 200 000 bovins ont réalisé leur rêve de visiter les États-Unis de cette manière, puis ils sont tous allés dans une grande ferme dans le nord de l'État. Et enfin, fait numéro 1. La plus petite frontière du monde a été formée par un orage. L'Espagne et le Maroc revendiquent la frontière la plus courte du monde. Elle ne mesure que 279 pieds, ou 85 mètres de long, située sur une île rocheuse en Méditerranée, appelée Peñón de Vélez, de la Gomera. Eh bien, du moins, c'était une île auparavant, jusqu'à ce qu'un orage en 1934 dépose du sable partout et crée une petite bande de terre. Maintenant, l'île est reliée au Maroc par un isthme sablonneux qui mène à la ville de Bade. Peñón de Vélez de la Gomera n'est habité que par des troupes espagnoles qui y sont stationnées pour la surveillance. Ils vivent sans électricité ni eau courante et sont remplacés chaque mois par de nouvelles troupes. La vie sur un rocher sans Wi-Fi a ses limites en termes de durée. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors veuillez envisager de vous abonner et d'activer les notifications. Ça change vraiment tout. Merci encore, à la prochaine sur MatPack.